Bonjour, Bonjour. bienvenue à tous à Strasbourg. Je vous présente le professeur, le professeur Éric Buy, qui est psychiatre, qui est professeur de psychiatrie, qui est responsable du CRP de Normandie et qui a travaillé plus de 10 ans à Boston, aux USA, où il a été d'ailleurs président de l'ISTS, l'International Society for Traumatic Stress Studies, et qui nous fait l'honneur et surtout l'amitié d'entamer cette session en visio. Vous voyez, on s'est adapté, on a eu une agilité qui nous a permis, et grâce à la CEA, j'insiste et je me permets de remercier à nouveau le président Biry qui nous aide beaucoup, il nous a soutenus toujours depuis la création de ce CRP matériellement. Et puis effectivement, avant même de commencer, je me permets le petit mot personnel aussi pour Pierre Vidaillet à parler des diapositives du passé. Je suis très content de voir des photos et des images qui nous projettent plutôt vers l'avenir. Alors, on dit toujours que les parents sont fiers de leurs enfants, c'est toujours vrai, mais je dois dire que ce CRP que Pierre Vidalet a voulu porter, qu'il a voulu collectif, il est possible sur 5 territoires parce que ça a été sa volonté. Il n'a pas voulu que tout soit rassemblé à Strasbourg, il a voulu qu'il y ait 5 entités qui se rapprochent effectivement de ce qui était l'organisation des CUMP, mais qui donnent à notre CRP Grand Est son originalité d'être au plus proche de chaque territoire, avec les personnels et les gens qui sont formés sur ce territoire-là. Donc, je n'ai pas d'inquiétude qu'Amaury Mangin et Julie Rowling sauront faire mieux que nous. Je trouve que c'est assez moderne, cette espèce de coparentalité qu'on se prête à Pierre et à moi de ce CRP Grand Est. Et je trouve assez moderne que ce soit une et homoparentalité, pour dire. Allez, je passe la parole à Éric Buy, et puis je présenterai Ludivine et Anne au fur et à mesure qu'elles prendront la parole. Merci à toi, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bon, alors en fait, j'ai toujours ce problème des Russes qui piratent ma vidéo, comme vous pouvez le voir. Ça m'arrive en permanence. Donc, je vais peut-être l'éteindre. On va voir, sinon je vais l'éteindre. Voilà, donc je voulais remercier les organisateurs de m'inviter à présenter cette première session et je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui en personne. Alors, je vais voir si je peux partager mon écran. Hop. 2 secondes. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? Oui, la première slide est arrivée. Super. Voilà. Bon, je vais éteindre ma vidéo parce que voilà. OK, alors, je vais vous parler aujourd'hui des nouvelles modalités thérapeutiques dans le psychotrauma. Juste mes déclarations d'intérêt. Alors, j'imagine que tout le monde est au clair de ce que c'est que le trouble de stress post-traumatique, mais vraiment, au cas où certains d'entre vous n'ont pas suivi, c'est un diagnostic qui comprend 4 types de symptômes pendant plus d'1 mois. Donc, après exposition à un traumatisme, on a au moins un symptôme de réviviscence ou de symptôme intrusif, un symptôme d'évitement, 2 symptômes d'altération des cognitions et de l'humeur et 2 symptômes au minimum d'hyper-réveil. Donc, tout ça pendant 1 mois. Allez, alors, pour commencer sur ces nouvelles modalités thérapeutiques, je voudrais d'abord vous reparler des traitements pour le trouble de stress post-traumatique. Alors, de quoi on parle et quels sont les traitements? Alors, c'est globalement 2 approches, une approche pharmacologique et une approche psychosociale, et on va en parler. Alors, les médicaments d'abord. Alors, le problème des médicaments, c'est c'est que quasiment tous les médicaments, alors comment on peut le mettre? Quasiment tous les traitements pour le stress post-traumatique reposent sur une seule classe de médicaments qui dérive de la fluoxétine introduite en 1986. Et donc, qu'est-ce que je raconte? Ouais, 35 ans après, 2021 maintenant, on est en 2023, c'est une vieille slide. On n'a toujours que 2 médicaments, la sertraline et la paroxétine. Donc, la paroxétine en France et la sertraline et la paroxétine dans d'autres pays comme les États-Unis, qui ont l'AMM ou l'équivalent de l'AMM pour le trouble de stress post-traumatique.
ce qu'on sait aussi, c'est que tous ces médicaments qui ont été créés… Alors, quel est le problème? Comment ça se fait qu'on se retrouve avec si peu de médicaments? En fait, on a très peu de médicaments qui ont été créés pour le trouble de stress post-traumatique. En fait, si on regarde bien, ça a toujours été des extensions d'indications de molécules qui étaient efficaces dans autre chose, comme un trouble de l'humeur ou un trouble anxieux. Et au final, on se retrouve en 2023 avec très peu de médicaments efficaces, au point que plusieurs guidelines, donc là je vous présente juste les guidelines de l'ISTSS de 2018, retrouvent qu'en fait les médicaments sont efficaces, mais pas franchement. Donc en fait, dans les guidelines de traitement de l'ISTSS pour le trouble de stress post-traumatique recommandent plusieurs choses. Et ils n'ont pas réussi, ou on n'a pas réussi à mettre les médicaments dans l'arbre décisionnel. Et donc, les médicaments sont mis de côté comme une désintervention à effet faible, limité, faible. Et donc, parmi ces traitements, on a la fluoxétine, la paroxétine, la sertraline et la venlafaxine. Et donc, toutes des molécules quasiment de la même classe et toutes des molécules dérivées de la fluoxétine. Donc, si les médicaments, c'est… Il y a un peu d'écho. Ouais, super. Alors, si les médicaments, ça ne marche pas, si bien que ça, quelles sont les autres options thérapeutiques? Les approches psychosociales et notamment les thérapies centrées sur le trauma. Et alors, pour reprendre les guidelines de 2018 de la STSS, effectivement, nous avons comme recommandation, enfin, pour une recommandation forte, plusieurs traitements, plusieurs psychothérapies, toutes centrées sur le trauma. On a donc la Cognitive Processing Therapy, je vais en parler, donc la thérapie des processus cognitifs ou du traitement cognitif, la thérapie cognitive centrée sur le trauma, le MDR, la TCC individuelle centrée sur le trauma, donc de la TCC, mais il faut parler du trauma, et enfin l'exposition prolongée. Pour vous le résumer, ça ressemble à ça. Ça n'est que des thérapies centrées sur le trauma, des thérapies, à droite, vous voyez non TCC, le MDR, et des thérapies centrées sur le trauma TCC, donc la TCC générique, mais on parle du trauma, ou un protocole très spécifique qui s'appelle la thérapie des processus cognitifs, je vais en parler, ou un autre protocole qui s'appelle l'exposition prolongée, je vais aussi en parler. Alors, je vous ai parlé de l'ISTSS, mais en fait, si on regarde quasiment toutes les autres guidelines, recommandations internationales, bon, alors celles de l'HAS sont, à ma connaissance, en train d'être mises à jour, donc elles datent un peu, c'est celle à droite, là, la colonne de droite, 2007, mais toutes les autres qui sont beaucoup plus récentes, là, moins de 5-6 ans, en gros, vont recommander la TCC centrée sur le trauma, la thérapie des processus cognitifs et l'exposition prolongée. Voilà. Et potentiellement aussi le MDR, mais pas l'APA. L'APA psychologique, pas psychiatrique. Et alors, pourquoi? Alors, quelle est la conception TCC du trouble de stress post-traumatique? En fait, l'idée, c'est que le trouble de stress post-traumatique est un échec de récupération, de se rétablir d'un trauma, d'une exposition traumatique, due à deux choses, à des comportements d'évitement et à des pensées qui sont biaisées. Et donc, les objectifs de la TCC sont de réduire l'évitement et de corriger ces pensées biaisées, inutiles ou inexactes. Alors, je vais vous parler maintenant de deux théories à l'intérieur même de la théorie TCC qui vont soutenir deux types de traitements. Et ensuite, on va pouvoir parler des modalités. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la théorie du traitement des émotions, mais globalement, cette théorie dit que les structures d'information sont activées dans des contextes spécifiques, pertinents pour fournir un programme comportemental. En gros, en fait, ce charabia est en train de dire vous avez un stimulus et vous avez un réflexe conditionné à ça, une réponse conditionnée à ça. Et le souvenir d'un trauma est une structure de peur, donc un réflexe de peur qui comprend donc ce stimulus, des réactions physiologiques
et des cognitions, enfin des pensées qui expliquent ce stimulus, et ensuite une réponse comportementale. Et l'explication dans la théorie du traitement des émotions du TSPT, c'est que cette structure de peur, donc cette peur conditionnée, ce réflexe de peur, est très stable, trop stable et complètement généralisé, ce qui veut dire qu'en fait, on n'arrive pas à le casser. Et c'est généralisé de manière à ce que, là c'est un schéma pour globalement dire que de multiples stimulations vont activer cette réponse de peur conditionnée. Donc des choses qui sont très en lien avec le trauma, mais aussi des choses qui sont un peu plus éloignées du trauma. Alors, basé sur cette théorie du traitement des émotions, Edna Foa, dans les années 80, et ses collaborateurs ont créé une thérapie qui s'appelle l'exposition prolongée. Alors, quand je dis créer une thérapie, c'est créer un protocole manualisé qu'un thérapeute peut suivre de manière standardisée. Et alors, ce protocole, il part de la base que les évitements et les pensées maladaptives entretiennent le TSPT, que ces évitements fonctionnent, que l'évitement fonctionne à court terme et deviennent la seule stratégie possible. Donc, dès qu'on voit quelque chose qui nous fait peur, on part. Et du coup, ça entretient la peur. Et que du coup, l'objectif principal, c'est de réduire les évitements. Et alors, donc, le contenu de cette thérapie, c'est vraiment de réduire les évitements. Et donc, on fait, donc les composantes principales de cette thérapie, c'est de faire de l'exposition, donc in vivo ou imaginaire. In vivo, donc, on apprend aux patients à ne plus éviter certaines stimulations, certains endroits à l'extérieur, certains lieux. Et en imaginaire, exposition en imaginaire, on apprend aux patients à ne pas éviter de penser au trauma. Et ensuite, processing émotionnel, c'est on fait un traitement de l'émotion pour justement dissoudre ou fragiliser cette structure de peur, ce conditionnement de peur. Alors bien sûr, ça c'est assez intensif et c'est assez, ça prend beaucoup de ressources cognitives pour le patient, et donc on a pas mal de choses tout autour pour aider le patient à faire ses composantes principales de thérapie. Donc on a des composantes additionnelles comme des éléments pour améliorer la motivation, de la psychoéducation. On leur apprend à faire de la relaxation, de la respiration, et on leur apprend à prévenir la rechute et on fait de l'activation comportementale. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais le protocole il va ressembler à ça. On va avoir 12 séances avec globalement les premières séances qui sont surtout de la psychoéducation, et ensuite au milieu, à partir de la 4e séance, on part sur des séances d'exposition. Et comme je vous le dis, en fait, le point important, c'est que c'est super protocolisé. Alors voilà, ça c'est une des théories à l'intérieur de la théorie des TCC. Et l'autre théorie, c'est la théorie sociale cognitive du trouble de stress post-traumatique. Alors là, l'emphase n'est pas sur les comportements d'évitement, mais l'emphase est sur l'interprétation du trauma. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ou en tout cas, comment est-ce que c'est conceptualisé? C'est conceptualisé, l'idée, c'est que nous tous, nous vivons dans un conte de fées. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, nous avons tous grandi avec des contes de fées, et nous avons tous grandi avec une croyance plus ou moins vraie ou plus ou moins prégnante que le monde est relativement juste. C'est-à-dire que si vous faites des choses bien, vous êtes récompensé. Si vous faites des choses mal, vous êtes puni. Et alors forcément, quand vous êtes victime d'un traumatisme, quand il vous arrive quelque chose d'horrible, eh ben, cet événement va rentrer, vous allez essayer de rentrer cet événement dans cette croyance de base. Et alors donc,
Si vous avez toujours cru que les choses bien arrivent aux gens bien, les choses mal arrivent aux gens mal, et donc qu'il vous arrive un truc horrible, vous allez soit hyper assimiler en disant « Ah, mais alors je dois être quelqu'un d'horrible ou j'ai dû faire quelque chose d'horrible ». Et ça, c'est un biais cognitif. C'est l'assimilation. L'autre possibilité de faire rentrer cet événement dans votre cadre de pensée, c'est de vous dire complètement l'opposé. Mais en fait, tout ce qu'on m'a appris sur le fait que le monde est juste, c'est complètement faux. En fait, le monde est horrible, il n'est pas du tout juste, et quoi qu'on fasse, on est toujours puni, blablabla. Et ça, c'est la suradaptation. Et donc, en fait, dans la théorie sociale cognitive du trouble de stress post-traumatique, c'est ces deux voies qui vont créer le maintien des symptômes. Et l'idée, l'idée, c'est de pouvoir avoir c'est de pouvoir être adaptatif, avoir une adaptation face au trauma, c'est-à-dire que suite à un trauma, une voie de guérison, une voie de récupération normale, ça serait de se dire « Ah oui, effectivement, d'habitude, les choses bien arrivent aux gens bien, les choses mal arrivent aux gens mauvais, mais ça arrive de temps en temps, rarement, que même si on fait les choses bien, il nous arrive quelque chose d'horrible. » Voilà. Et c'est basé sur cette théorie-là que Patty Rezik, aussi dans les années 80, a développé un autre protocole qui s'appelle la thérapie des processus cognitifs, Cognitive Processing Therapy, ou la thérapie des traitements cognitifs. Alors, donc au départ, plutôt pour des victimes de viol, d'agressions physiques, etc., chez qui vraiment il y a beaucoup de cognitions qui sont distordues. Ça a été utilisé chez des patients qui ont de multiples traumas et en France, c'est peu pratiqué. Les deux sont peu pratiqués en France, les deux thérapies que je présente. Alors, les composantes principales, je ne rentre pas dans le détail, mais en fait, il y a la déclaration d'impact. Donc, c'est vraiment très cognitif. C'est-à-dire que la déclaration d'impact, c'est on va demander au patient d'écrire, d'après vous, pourquoi il vous est arrivé ça. Alors, souvent, les patients, au tout début de thérapie, vont dire il m'est arrivé ça parce que j'ai fait quelque chose de mal, parce que je suis mauvaise, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et donc, tout le travail de cette thérapie, c'est de faire du questionnement socratique, de la restructuration cognitive, etc., pour justement modifier ces cognitions. Et donc, il y a aussi un travail de facilitation des ressentis, des émotions naturelles qui sont associées au trauma. Pareil, on a des composantes additionnelles. Donc là, du coup, c'est l'inverse de la thérapie d'exposition. Ici, en fait, on va avoir un peu d'exposition, affronter l'évitement, ce genre de choses qui sont des composantes additionnelles plutôt que principales. Okay. Et donc, ça ressemble à ça. Donc là aussi, il y a une douzaine de séances. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vraiment pour vous dire que c'est ultra structuré. Il y a un manuel aussi. Peut-être que je n'ai pas tout à fait clarifié ce que c'était qu'une thérapie manualisée. Une thérapie manualisée, c'est une thérapie où vous ouvrez le manuel et au chapitre 1, page 1, paragraphe 1, il y a marqué « Dites bonjour au patient ». Voilà, c'est ça de suivre un manuel thérapeutique. Je vais passer, question de temps, je vais vraiment passer rapidement sur l'EMDR parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, mais en gros, c'est un traitement qui repose sur le traitement de l'information en plusieurs étapes. Il y a un mécanisme postulé, je ne vais pas vous en parler parce que ce n'est vraiment pas mon domaine, et je vais d'autant plus pas en parler que, en tout cas, là, j'ai effectivement passé une dizaine d'années aux États-Unis où il y a eu beaucoup de débats sur ce mécanisme d'action qui est assez controversé. Alors, donc voilà, vous avez un peu un aperçu des thérapies qui marchent. Et du coup, en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de nouvelles modalités aujourd'hui, en fait? Parce que c'est des thérapies qui marchent, elles sont recommandées, comme vous avez pu le voir, dans quasiment toutes les recommandations internationales. Alors, ce n'est pas parce que les thérapies marchent qu'en fait, on a gagné la guerre contre le trouble de stress post-traumatique ou qu'on a résolu ce problème. Alors, tout simplement parce qu'on va avoir un problème d'accès aux soins. Alors, c'est une étude qu'on a faite
il y a quelques années à Boston, donc dans la Nouvelle-Angleterre. Alors, pour ceux qui ne savent pas où est la Nouvelle-Angleterre, je vous ai mis une petite image. Donc, c'est Boston, et l'État de Boston, donc c'est le Massachusetts, et tous les autres États de la Nouvelle-Angleterre, donc tout autour. Et on a fait une enquête auprès de thérapeutes, ou en tout cas de soignants en santé mentale, et on leur a demandé plusieurs choses, dont leur connaissance en thérapie. Et donc, en fonction des populations, etc., on a entre 16 et 28% qui ont reçu une formation en exposition prolongée, EP, ou en thérapie des processus cognitifs, ou dans les deux. Je trouve que c'est pas mal, mais ce n'est pas si énorme que ça. Et en fait, ce n'est pas parce qu'ils sont formés qu'ils vont forcément le faire. En fait, il y a une autre étude, donc ce n'est pas la mienne, beaucoup plus récente, sur 180 000 vétérans qui avaient un trouble de stress post-traumatique, qui ont été suivis dans le Veteran Administration, donc c'est la grosse machine de soins pour vétérans. C'est beaucoup, 180 000 vétérans qui avaient un trouble de stress post-traumatique. Et on a regardé chaque année s'ils avaient eu au moins une séance de thérapie qui était codée thérapie des processus cognitifs ou codée exposition prolongée. Et donc ça, on a fait ça sur 13 ans. Et on se retrouve que sur toute cette période, il n'y a que 20% des patients qui ont eu au moins une séance de thérapie des processus cognitifs et 7,5% qui avaient eu une séance d'exposition prolongée. Donc ça, c'est sur 13 ans. Et en fait, les prévalences annuelles d'avoir fait la thérapie, ça va entre 0 et 5%. Donc, il y a des patients, enfin, il y a des années où il n'y avait aucun de ces patients qui recevait qu'une des thérapies. Alors, c'est assez fou parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans le Veteran Administration, ils ont fait en sorte que la thérapie des processus cognitifs et l'exposition prolongée soit le traitement standard et que tous les centres aient des thérapeutes formés à ça, partout. Et que n'importe où aux États-Unis, si on frappe à la porte, il y aura un thérapeute qui est formé à ça. OK, donc là, effectivement, on a des chiffres aux États-Unis. Vous allez me demander, et en France? Bon, alors en France, moi, j'ai en fait pas trouvé de chiffres. Par contre, je peux vous parler de l'Orne. Alors, vous allez aussi me demander, mais c'est où l'Orne? Et effectivement, je ne savais pas très bien où c'était non plus avant d'arriver en Normandie, mais c'est là. Vous pouvez le voir, c'est le petit point rouge en haut à gauche de la France. Alors, en fait, nous sommes en train, au CRP Normandie, de faire une enquête justement pour voir qui est formé dans la Normandie à quoi. Et j'ai piloté ça avec Andrea Stratton, une de mes internes qui fait sa thèse sur ça. J'ai piloté ça dans l'Orne avec elle, ou elle a piloté ça avec moi. Hein, voilà. Et on a fait une enquête parmi 66 personnes, donc entre guillemets thérapeutes, en tout cas des gens de la santé mentale. Il y avait un quart d'hommes, c'était pas mal, un tiers d'IDE, un tiers de psychiatres et assez peu de psychologues, 15% de psychos. Et donc, ce qu'on trouve, donc j'ai demandé, on a demandé qui c'est qui fait l'exposition prolongée, de la thérapie des processus cognitifs. Bon, 0 parce qu'en fait, il n'y a pas de formation, on est en train de créer la formation, donc ça n'existe pas vraiment dans le coin. Mais 5% ont reçu une formation de MDR et 5% ont reçu une formation TCC. C'est vraiment, vraiment, vraiment très peu. Bon, j'étais un peu plus content quand, à la question « Utilisez-vous l'une de ces méthodes ?» Donc, il y a 5% qui ont été formés à l'EMDR, mais finalement, 7% l'utilisent. Alors, je ne sais pas s'ils ont mal coché. Et il y a 5% qui ont reçu une formation TCC, mais globalement, 23% disaient qu'ils utilisaient de la TCC. Voilà, c'est à peu près ce qu'on a. Donc, l'idée, c'est que quand même, ces thérapies, même si elles marchent, il y a peu de monde qui savent les faire. Et en plus, comme vous avez pu le voir, même s'il y a des gens qui savent le faire, il faut encore que les patients puissent en bénéficier. Et puis, une fois qu'ils en ont bénéficié, qu'est-ce qui se passe? C'est possible qu'ils abandonnent. Donc, ça, c'est une étude que nous avons faite, c'est une méta-analyse que nous avons faite il y a quelques années, où on a regardé toutes les études où les patients recevaient une thérapie pour le trouble de stress post-traumatique. Alors, c'est des patients qui étaient, donc je travaille dans un centre pour vétérans, donc c'était des patients vétérans qui recevaient
une psychothérapie pour le stress post-traumatique. Et de manière poolée sur toutes les études, on a retrouvé que plus du tiers abandonné. Alors, abandonné, c'est abandonné avant 8 séances, donc avant d'avoir reçu une dose raisonnable de thérapie. Alors, une de nos hypothèses à l'époque, c'est de se dire, ah oui, mais peut-être que si on les expose, ils vont être… Donc, si on fait de l'exposition, de la vraie exposition, ça va les activer vachement plus et donc ils vont plus abandonner. Ce n'est pas du tout le cas. Par contre, ce qu'on a trouvé, qui était le cas, hop, c'est pas là, c'est là peut-être, c'est qu'il y avait une différence entre les essais cliniques et les soins courants. Les essais cliniques, comme vous le savez, c'est on prend des patients super clean, qui n'ont pas trop de troubles de la personnalité, qui n'ont pas de comorbidité addictive, etc., qui sont super compliants. Et les soins courants, ben, c'est du tout venant. Et là, effectivement, on voit bien que dans les essais cliniques, il y a 28% d'abandon et dans les soins courants, il y a 43%. Donc, il y a quand même un gros effet de… Enfin, en tout cas, ça suggère que les caractéristiques des patients puissent impacter ce taux d'abandon et cette adhésion au traitement. Alors, pour résumer le problème, on a des barrières systémiques pour accéder aux thérapies, donc comme l'offre de soins, voire même, j'en ai pas trop parlé, mais la logistique, j'en ai pas trop parlé, mais il y a aussi la stigmatisation des patients qui reçoivent des soins psychiatriques. On a en plus des barrières individuelles comme les symptômes de troubles de stress post-traumatique eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on évite, on n'a vraiment pas envie d'en parler et encore moins envie de faire 1 heure de train ou 1 heure de métro, de tram, de bus, de voiture pour en parler. On a en plus, comme vous le savez, dans le trouble de stress post-traumatique, il y a des comorbidités fréquentes, notamment addictives, et soit qui sont la conséquence, soit qui préexistaient aux troubles de stress post-traumatique. On a aussi des troubles de la régulation émotionnelle. En tout cas, tout ça, ça fait que les patients n'accèdent pas aux soins qui marchent ou y accèdent et ne les terminent pas. Alors, quelles sont les solutions possibles ? Alors, l'une des solutions qui a été proposée ces dernières années, c'est de délivrer ces thérapies de manière intensive. Alors, ça veut dire quoi intensive ? Ou en tout cas, ça implique quoi ? Ça implique une unité de temps, c'est-à-dire que toute la dose de traitement est délivrée super rapidement, et une unité de lieu, c'est-à-dire que tous les traitements qui sont différents, enfin, des différents types de traitements, sont délivrés au même endroit. Alors, j'ai oublié de dire un truc qui n'était pas là et j'ai oublié de vous demander une question, mais comme je ne vous ai pas en face de moi, c'est un peu difficile. Est-ce que vous imaginez que par rapport à ce que je vous ai dit, faire une thérapie, 12 séances de thérapie une fois par semaine, ça va être la même chose qu'une séance de thérapie, enfin 12 séances de thérapie une fois par jour? Mais bon, comme vous ne pouvez pas me répondre, j'imagine qu'une partie de vous va dire ça va marcher. Je vais faire un sondage dans la salle. Allez, je fais un sondage dans la salle. Je veux bien, je veux bien. Et qui pense que 12 semaines, alors qui pense que si on fait une thérapie, les 2 thérapies dont j'ai parlé, l'exposition prolongée à la thérapie des processus cognitifs, si on fait ça une fois par jour, pendant 12 jours d'affilée, vous pensez que ça marche? Qui pense que ça marche? 10% de la salle. Bon, ben ça tombe bien, je fais mon exposé entier dessus, donc c'est super. OK, et visiblement, ma vidéo ne marche vraiment pas. OK, donc en tout cas, donc je vais répondre à la question de si ça marche ou pas. Hein. Mais en tout cas, l'idée même, c'était comme la TCC, c'est de l'apprentissage. On ne voit pas très bien pourquoi apprendre sa leçon une fois par semaine, pendant 12 semaines, ça serait finalement si mieux qu'une fois par jour, pendant 12 jours d'affilée. Bon, c'est discutable, mais en fait, c'est un apprentissage, donc pourquoi pas. Sachant qu'en plus, comme c'est un apprentissage, si on apprend tous les jours, on renforce vachement l'apprentissage. Donc, bon, pourquoi pas. En tout cas, l'idée, c'était de faire ça.
et ça pourrait permettre une meilleure rétention, puisque, en fait, au lieu de demander aux patients de venir 12 semaines d'affilée, en plus avec les vacances et tout, c'est jamais 12 semaines d'affilée, hein, ils vont venir 2 semaines d'affilée, en fait, 12 jours d'affilée. Et potentiellement, comme on a une unité de temps et d'espace, on pourrait aussi permettre de prendre en soin des patients plus difficiles en termes de régulation émotionnelle, en termes de comorbidité addictive, etc. Ça ouvre aussi des perspectives pour la formation de thérapeutes, c'est-à-dire que si vous vous délivrez votre protocole de 12 séances tous les jours avec… le thérapeute va en 12 jours apprendre à faire la thérapie. On n'a pas besoin d'attendre 3 mois pour qu'un thérapeute ait fait une thérapie une fois. Alors, peut-être, on fait un pas en arrière. Les traitements intensifs, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Alors, je vous donne un exemple. Donc, dans les années 2000, alors c'était quoi? C'était en 2013, je crois. 2013, donc on est aux États-Unis, je suis aux États-Unis. Je suis dans ce centre de soins ambulatoires. Donc, ça ressemble à un CRP, en fait, mais que pour les vétérans, à Boston. Et on est en contact avec une ONG qui s'appelle Wounded Warrior Project, qui ont beaucoup d'argent et qui ont surtout besoin de se refaire comment dire, pas se faire mousser, mais ils ont eu des petits problèmes de pub, de mauvaise presse, et ils voulaient redorer leur blason. Voilà, c'est ça. Et donc, ils nous ont contactés pour voir si on pouvait faire quelque chose de formidable pour eux, et moyennant, et eux allaient le financer. Donc, on a dit OK. Donc, moi, j'étais sur Homebase, donc c'est là, c'est à Boston, ici, c'est là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais voilà. Et comme on avait des copains un peu partout aux États-Unis, on a contacté nos copains d'Emory, de Rush et de UCLA, qui faisaient aussi des soins pour vétérans, pour voir s'ils voulaient faire partie d'un réseau. Donc, on a créé un réseau de soins qui s'appelle le Warrior Care Network, qui sont des centres de soins dans lesquels, en plus des consultations ambulatoires comme on fait habituellement, on a créé des programmes intensifs. Alors, je vous donne un exemple. Chez nous, c'était 2 semaines, mais à Rush, c'était 3 semaines, par exemple. Et donc, ça consistait en quoi, ce programme intensif? Ça consistait en prendre des cohortes de patients, une dizaine. Ça permettait un effet groupal, d'ailleurs. Et de les faire venir, donc de prendre l'avion. Ils étaient hébergés au YMCA en face du centre. Et ils faisaient comme une hospitalisation de jour, mais en plus, chez nous, ce n'était même pas un hôpital de jour, donc ça rentrait dans des consultations. Donc, ils avaient tout un planning de consultation. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et on a fait ça. Alors, le contenu de ça, donc ça veut dire qu'ils prenaient l'avion, qu'ils venaient et qu'ils restaient 2 semaines d'affilée quasiment, et qu'ils recevaient tous les jours de la thérapie. Donc, ils recevaient en gros des thérapies individuelles centrées sur le trauma, donc soit la thérapie des processus cognitifs, soit l'exposition prolongée, donc tous les jours, donc 1 heure pendant 90 minutes ou 1 heure, quasiment 10 fois. Ensuite, ils avaient des thérapies de groupe en plus. Ils avaient des thérapies de compétences DBT, DBT, donc régulation émotionnelle c'est ce qu'on utilise pour les patients qui ont un trouble de la personnalité de type borderline. Ils ont eu des séances d'exposition in vivo, c'est-à-dire qu'on les faisait sortir, marcher et affronter leur peur à l'extérieur. Ils avaient de la réhabilitation cognitive. Ils avaient des groupes de méditation, yoga, méditation. Ils avaient des groupes de psychoéducation sur les addictions et en plus, ils avaient un paquet de traitements intégratifs comme du yoga, de l'art-thérapie, du fitness, parfois du tai chi, de la nutrition. Et en plus, comme il restait 2 semaines pour pas qu'ils passent le week-end entre les 2 semaines de soins à faire la fête, on les envoyait au ranch où ils allaient faire du cheval, une mère adjonctive. Et alors, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Et troublante. Est-ce que ça marche? Bon, vous réfléchissez. Qui pense que ça marche?
as emballé pratiquement la moitié de la salle. Hein. Ouais, super. Ben, je suis très content. Ben, ça marche pas mal. Hein. Ça marche. Donc, Wednesday de 1,2, c'est énorme en fait. Donc, pré-traitement, post-traitement, on a une énorme diminution en fait. C'est beaucoup en fait pour 2 semaines. Et alors, ce qui est formidable, c'est que d'habitude, on perd, alors c'est des soins courants, donc d'habitude, on perd 40% de ces patients, 43%, comme je vous l'ai montré, mais là, on en perd moins de 5%. C'est fou, hein? Alors, bien sûr, ça, c'est une autre étude. Plusieurs autres personnes ont fait la même chose. Donc, déjà, nos collaborateurs de UCLA, Emory et Rush. Et en fait, si on regarde, donc il y a une revue, je dis entre guillemets récente parce que c'est 2020, mais il y a tellement de choses qui se sont publiées depuis que 2020, c'est plus récent du tout. Hein. Vraiment, on parle d'un truc très, très, très… en anglais, on dirait hot. C'est super hot, là, comme hot topic. Voilà, c'est très chaud. Donc, revue récente de 2020 sur 11 études. Alors là, ils ont mélangé des programmes intensifs comme ce que je vous ai montré, et des thérapies intensives où il y a un autre terme, c'est les thérapies amassées, c'est-à-dire qu'on ne fait que la thérapie seule de manière amassée. Ils retrouvent une diminution, donc de manière poolée, ils retrouvent une diminution très importante de symptômes de stress post-traumatique avec des taux d'abandon très faibles, 5,5%. Alors, j'ai repris des bouts de cette revue et j'ai refait la mienne. Donc, en avant-première pour vous, j'ai refait une revue sur des programmes que intensifs, donc avec un package de trucs. La thérapie thérapie des processus cognitifs ou exposition prolongée ou MDR, plus des thérapies adjuvantes. Et de manière poolée, comme vous pouvez… Ah oui, non, je ne l'ai pas mis là. Enfin, vous pouvez le voir sur le diaporama, il y a 2,7%, 3% d'abandon sur ces thérapies-là. C'est vraiment pas beaucoup. Alors, il y a un truc super intéressant sur ces thérapies, sur ces programmes intensifs. J'en ai déjà un peu parlé. C'est que du coup, vos patients ils vont arriver là et ils vont rester sur place et ils vont être quasiment à l'hôpital. Enfin, ils ne sont pas à l'hôpital, mais ils sont, voilà, ils sont avec eux. Enfin, on est avec eux toute la journée. Et on se dit peut-être que ça va pouvoir aider les patients qui ont des troubles de la régulation émotionnelle, genre des patients borderline ou des patients qui ont un PTSD complexe. Qui dans la salle pense que ça va aider ces patients? Ouais, on retombe sur le petit 10% d'avant. Hein. Ouais. Eh bien, en fait, dans ces études, il y a 3 études qui ont explicitement inclus du PTSD, du TSPT complexe. Et là, l'abandon est que de 1%. C'est fou, hein? On a bien une réduction des symptômes de TSPT et aussi, donc il y a une des études qui recherche les symptômes de borderline et en fait, ils diminuent de manière parallèle. Donc, vous prenez des patients borderline avec TSPT ou des patients qui ont un TSPT complexe, vous les mettez dans un programme comme ça, avec un package de soins, et ils vont mieux, et sur leurs troubles de stress post-traumatique, et sur leurs symptômes borderline. Et en plus, ils terminent les soins. Allez, vous avez tous posé la même question. Vous ne la posez pas? Je vous la pose pour vous. Est-ce que c'est maintenu? Le traitement se maintient dans le temps? Mais oui. Alors, qui pense que ça se maintient dans le temps? Le maintien? Ouais, c'est toujours… Écoute, il y a un petit 10%. Là. Je ne sais pas, la salle, c'est un… Bon, c'est les 10% qui ont déjà lu tous les papiers, je crois. C'est pour ça. Allez. Alors, il y a plusieurs études. Hein, je vous en montre une ou deux ou trois. Là. Donc là, ça, c'est une étude qu'on a faite parce que je m'intéresse aussi aux troubles de deuil prolongé. Et là, en fait, on a fait, pareil, un programme intensif, mais on n'avait qu'une vingtaine
D'ailleurs, non, ce n'était pas 8, c'est un peu plus que 8. Bon, je ne sais pas pourquoi. On avait je crois que c'est une quinzaine de patientes endeuillées qu'on a traitées. Hein, c'est 18 peut-être, qu'on a traitées. Et elles avaient un trouble de deuil prolongé ou un trouble de stress post-traumatique et on a fait le même programme. En pré-post, il y a une grosse diminution des symptômes et on les a suivis sur 3 mois et les symptômes sont maintenus à 3 mois. Je vous ai parlé de mon centre à Boston et de mes collègues à Rush. Rush, c'est à Chicago. Nos copains de Chicago, Philippe Held, a fait, il les a suivis pendant 12 mois. Et sur un suivi de 12 mois, sur une modélisation, voilà ce qu'il retrouve. Donc, pour lui, la thérapie principale, c'était de la CPT, de la TPC, de la thérapie des processus cognitifs. Et voilà ce qu'il retrouve. Il retrouve une grosse diminution en pré-post et sur 12 mois, c'est quasiment maintenu. Une dernière étude des Pays-Bas. Et alors là, c'est formidable. Là, c'est des patients qui ont eu soit, donc la thérapie principale, non, pardon, c'est pas soit, c'est un mélange d'exposition prolongée et de MDR. Et là, pareil, ils regardent les symptômes. Donc ça, c'est les symptômes de stress post-traumatique. On est à 12 mois. Et alors, je vous pose la question, comme je vous ai dit un peu plus tôt qu'on pouvait diminuer les symptômes borderline en pré-post, est-ce que, d'après vous, est-ce que vous pensez que les symptômes, qui pense que les symptômes borderline sont, la réduction des symptômes borderline est aussi maintenue à 12 mois? Qui pense ça? Ah, c'est marrant, on passe presque à 20% là. Oui. Il y a un effet de conviction et d'apprentissage à cette dernière question avant de devoir conclure. Il nous reste 5 minutes. Ouais, c'est bon, ça va. 5 minutes, ça va. Je crois que c'est bon. En fait, ça, c'est les symptômes borderline, puisque ce papier, il prend des gens borderline, enfin des patients qui ont un trouble borderline de la personnalité et un trouble de stress post-traumatique. Et donc, effectivement, il y a une diminution des symptômes de stress post-traumatique et des symptômes borderline qui continuent, en fait, pour les symptômes borderline. J'ai 5 minutes, ouais, je crois que ça va aller. Et alors, les traitements intensifs, est-ce que c'est mieux que les traitements standards maintenant? Alors, je n'ai pas exactement un papier pour cette réponse-là, mais je peux répondre à cette question. Une autre question. Une belle réponse orale directe, c'est super. Pardon? Ouais. En fait, j'ai l'EP amassé. Donc, en fait, c'est l'exposition prolongée qui est amassée, et une faute. C'est-à-dire, c'est tous les jours, ou quasiment tous les jours, versus standard, donc les 8 séances ou 12 séances tous les jours versus 12 séances une fois par semaine, mais sans le traitement adjuvant. Et donc, il y a 2 études et on trouve qu'en fait, l'EP amassé n'est pas inférieur au standard. Par contre, il y a moins d'abandon. Et alors, toujours plus haut et toujours plus fort, ou toujours plus fort et toujours plus vite. Mon ami Liz Gutter à Boston, donc moi je suis parti, mais ils ont continué à faire plus haut, plus fort, plus vite. Ils ont fait des programmes ultra intensifs, 8 séances d'exposition prolongée sur 2 week-ends. Et pareil, ils ont les mêmes trucs, ils ont 6% de perdu de vue. Donc, 8 séances sur 2 week-ends, ça veut dire 4 jours, ça veut dire 2 séances par jour. Matin, après-midi, samedi, matin, après-midi, dimanche. On saute une semaine, matin, après-midi, samedi et dimanche. Et pareil, ils ont une réduction fantastique, énorme des symptômes qui est maintenue à 3 mois. Et alors, plus fort encore, et si on le faisait tout ça en virtuel? Alors, tout ça en virtuel, ils l'ont fait aux Pays-Bas. Bon, ils avaient 6 personnes et ils l'ont fait aussi, mais je n'ai pas les données parce qu'ils n'ont pas les données, ils l'ont fait aussi à Rush, chez Philippe Held. Voilà, d'ailleurs, ça, c'est un dessin de à quoi ça, un schéma de à quoi ça ressemble. Plus que 3 minutes. Et alors, en France, à ma connaissance, il n'y a pas encore ces traitements intensifs qui ressemblent à ça. J'avais fait une demande de subvention, j'en refais une bientôt, mais on est en attente. Je voulais terminer par… ah oui, ben oui. Et du coup, donc, je vous ai parlé de ces traitements intensifs avec le gros package, avec toutes les thérapies, et ensuite des traitements amassés, c'est-à-dire juste la thérapie centrée sur le trauma, sans rien d'autre en adjuvant.
Et est-ce que finalement, il y a une différence? Alors, sans poser de questions, enfin, voilà, sans vous poser de questions, l'équipe d'ENAFOA a essayé de répondre à ça. Donc, 3 semaines d'exposition prolongée amassée versus 3 semaines d'exposition prolongée en intensif et en intégratif avec plein d'autres trucs à côté. Et ce qu'ils trouvent, c'est qu'en pré-poste, il n'y a pas de différence, mais que sur un suivi à 6 mois, ceux qui ont eu le programme intégratif, ils maintiennent leurs symptômes un peu plus que ceux qui ont eu que le traitement seul. Il y a quelques limites à une prise en charge de type intensif et intégratif. Il y a des limites pour les thérapeutes, hein, c'est-à-dire si on le crée, on va avoir quand même une charge émotionnelle majeure et assez unique, hein, c'est-à-dire que vous avez des thérapeutes qui vont voir des patients tous les jours, pendant 15 jours, le même patient, et s'ils ont 5 patients en parallèle, c'est beaucoup, beaucoup de thérapie et beaucoup de gestion de ce stress-là. On va avoir une grosse réduction de la variété de patients, hein, parce qu'il nous faut des thérapeutes qui font que ça en bolus. D'ailleurs, en parlant de bolus, on va avoir un défi pour l'administration. Alors, quand l'administration au sens américain, hein, donc c'est l'organisation des soins, hein, donc organisation du planning du personnel, parce que là, on va penser en bolus de thérapie, c'est-à-dire que vous allez avoir 2 semaines ou 3 semaines avec un temps plein, avec 5, 6, 7 temps plein, et puis ensuite 2 ou 3 semaines où les gens ils travaillent plus, ils font autre chose, etc. Donc ça nécessite de réorganiser un petit peu les soins, etc. Voilà, bon, j'en suis à la fin. En conclusion, les programmes intensifs, ça marche quand ils contiennent, surtout quand ils contiennent des thérapies centrées sur le trauma. Il y a plein de questions qui restent en suspens pour une mise en place en France, notamment les aspects techniques, quelle thérapie, quel format, quelle organisation des soins et des emplois du temps et des plannings, quel financement et surtout, quelle acceptabilité pour nos patients et nos thérapeutes. Comme on pouvait le voir au début de la séance, vous n'y croyez pas trop, donc je ne sais pas que vont penser les autres. Voilà, mais je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette très belle présentation, manifestement assez convaincante et qui pose effectivement les très bonnes questions. C'est presque un peu épistémologique. Là, on a travaillé ces dernières années sur la désinstitutionnalisation, hein, l'éclatement de l'hospitalier pour le transfert vers l'ambulatoire. Et là, on voit que tu proposes des modèles qui effectivement pourraient gagner à être ramassés sur une autre façon de conceptualiser ce que serait une hospitalisation ou des prises en charge intensives en espèce de super hôpital de jour. Est-ce que ça soulève peut-être 2 questions dans la salle auxquelles peut-être tu pourrais nous répondre? Oui, alors il y a des micros qui peuvent circuler. Je pense que les micros sont connectés pour que tu puisses entendre la question. Si ce n'est pas le cas, je la répéterai à voix haute. OK. Des questions ou des réactions? Je vois Coraline, Ingrid, Louisa Weiner. Effectivement, ça change les paradigmes. Louisa Weiner, qui est psychologue aux US. Merci beaucoup pour la présentation qui était très complète. J'avais une question par rapport au premier tableau que vous avez présenté, donc avec les recommandations en fonction des instances. Donc, ce qui m'a frappé, c'est que la HAS, donc en termes de recommandations, elle diffère complètement des autres instances, dont notamment l'APA. Et ça rejoint aussi un constat que je fais, je pense aussi beaucoup d'autres personnes. Donc, la thérapie par exposition prolongée de foie, par exemple, est très peu répandue en France. Et puis, ça peut s'expliquer aussi par les recommandations de la HAS où ça ne figure pas. Donc, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, pourquoi il y a un tel écart entre ce qui est recommandé dans d'autres pays en France où il y a une forme de monopole de l'EMDR. Oh, c'est une question difficile. Bon, allez, je vais essayer de m'en sortir avec… moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, en fait, hein, mais je vais m'en sortir avec le fait que l'HAS, c'est 2007 et que l'HAS est en train de mettre à jour ses recommandations et qu'on devrait avoir des recommandations bientôt et qui, je crois, vont inclure les TCC, l'exposition prolongée.
Exactement, Eric, je complète ta réponse puisque c'est Sylvie Molenda du CN2R à Lille qui est la présidente du groupe de travail pour les recos HAS adultes et la présidente du groupe de travail pour les recos HAS enfants, c'est moi-même. Donc effectivement, on est au travail, on est en plein dedans, je dirais. Coraline Ingray, qui est donc psychiatre à Nancy. Bonjour Eric, merci beaucoup pour ta présentation. Alors moi, effectivement, je suis plus qu'ultra convaincue, mais j'ai deux questions. La première est, à ton avis, est-ce qu'il y a, et j'aurais tendance à penser, moi, qu'il y a un intérêt à mixer de la TCC et de l'EMDR dans le programme intensif, et qu'est-ce que tu en penses par rapport à du TCC pur, de l'EMDR pur ou un programme mixé? Première question. Et la deuxième question, et effectivement, quel type de financement, comment organiser ce type d'offre en France? Parce que je pense qu'on ne manque pas d'être convaincu, mais maintenant, passer à l'étape suivante, c'est compliqué. On a tous des situations de troubles dissociatifs catastrophiques, de traumas complexes catastrophiques, où on est en difficulté, on ne sait pas comment faire, même pas encore sur ces programmes intensifs, mais pour juste stabiliser un minimum et gérer, on est quand même assez facilement en difficulté. Est-ce que tu as des idées, des pistes par rapport à tout ça? Ouais, c'est une bonne question. Alors, pour la première question, je pense qu'effectivement, on peut combiner, et il y en a qui ont combiné l'exposition prolongée avec le MDR, et ce n'était pas du ou, c'était du et. Alors après, c'est problème de formation, en fait. Donc, au CRP Normandie, on n'est pas parti sur le MDR parce que j'ai absolument rien contre le MDR. Je pense que ça marche. Hein. C'est juste qu'après, en termes de formation, ça me paraît, comment dire, il y a une sorte de monopole. Donc, en fait, il faut passer par EMDR France pour former les gens. Ça ne me pose pas non plus un problème. N'empêche que du coup, je perds la capacité de former des gens à un protocole TCC ou un protocole d'EP ou thérapie des processus cognitifs. Et comme je ne sais pas pour les autres CRP, mais pour chez nous, j'ai beaucoup de jeunes super motivés, mais qui dit jeunes motivés, dit aussi jeunes motivés qui seront motivés par autre chose dans 1, 2, 3 ans. Et moi, ça me va, j'ai travaillé comme ça aux États-Unis, donc les gens, ils arrivent, ils contribuent beaucoup, et puis autre chose. Et si j'avais fait de l'EMDR, j'aurais dû former, mais vraiment en permanence. J'aurais dû envoyer en formation. En fait, ça n'aurait pas marché. Parce que le temps que les gens viennent, que je les inscrive à une formation EMDR, qu'ils soient formés, qu'ils aient la supervision, ils sont déjà partis, en fait. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait EMDR. Mais si vous avez du personnel EMDR, etc., et qu'on le combine à de l'EP ou autre, je crois que c'est très bien. C'est juste que moi, je ne peux pas le faire ici. Pour la question des financements, je crois que l'idée, c'est probablement via des FIOP. Enfin, c'est un des trucs parce que vraiment, c'est organisationnel. Donc, moi, j'avais demandé un FIOP que je n'ai pas eu, mais je n'ai pas eu le temps de le redemander. Mais vraiment, c'est une question organisationnelle. Hein. C'est piloter. Comment est-ce qu'on peut organiser ça? Et je crois que la voie d'accès, c'est combien coûtent nos patients qui ont un trouble de stress post-traumatique complexe ou un TSPT avec personnalité borderline qui passent aux urgences et en hospice. Combien ça coûte ça? Hein, un lit d'hospice, c'est 1200 €. Donc, voilà, il reste, et je ne parle même pas des urgences. Donc, passage aux urgences, 2 semaines en hospice, c'est des coûts énormes, en fait, au système de soins. Donc, pouvoir dire, on a un programme qui va diminuer énormément ces passages aux urgences et ces hospitalisations pour, finalement, j'avais fait un coût, c'est pas énorme, hein, ça a coûté, c'est pas énorme, ça coûte à peu près peut-être 10 000 balles 10 000 € pardon, pour un patient soigné, même pas. C'est moins de 8 jours d'hospice temps plein dans une unité de crise. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est une bonne question. Tu la poses d'ailleurs à des personnes de l'ARS qui sont parmi nous et dont je suis bien content qu'elles puissent profiter de cette journée. C'est peut-être aussi, tu parles des CRP, c'est peut-être aussi d'ailleurs peut-être l'occasion que les CRP montrent leur agilité. C'est vrai que le Grand Est a organisé, centralisé, grâce à une dynamique qui a été tout de suite celle d'Amaury Mangin et de Julie Rolling, de former en EMDR. Et peut-être que notre souplesse de territoires multiples
va peut-être permettre que l'un ou l'autre de ces territoires, de ces CTP, s'engage peut-être davantage dans une démarche de formation que dans l'autre. C'est vrai qu'à Strasbourg, on a un peu mis le paquet sur le MDR initialement et en formant les autres. Ben, écoute, je te remercie beaucoup de cette très belle et très complète présentation. On va pouvoir proposer à Ludivine Oales et Anne Pagani de nous rejoindre. Et je t'applaudis à nouveau. Merci encore.